Voilà, c'est votre conclusion. J'ai trouvé un lien entre la, je sais pas, la leucémie et puis le fait qu'on m'ait répondu ceci ou cela à mon questionnaire. Et en faisant ça, évidemment, on fait l'impasse sur le lien qu'il y a entre l'indicateur et l'exposition. L'indicateur, ce n'est pas l'exposition, et donc il faut faire très très attention à ce genre d'amalgame. On le voit dans les retombées des essais nucléaires, les retombées de Tchernobyl, l'étude sur les champs électromagnétiques 50-60 Hz, les portables, les pesticides, les études géocap, c'est extrêmement fréquent, ce genre de dérive, si vous voulez, dans lesquelles on passe de l'indicateur à l'exposition, comme si c'était quelque chose de naturel et de solide du point de vue méthodologique. Biais d'anamnèse, qu'est-ce qui se passe maintenant quand vous êtes influencé par le fait que vous êtes malade ou pas malade? Eh bien simplement, vous avez un biais, c'est-à-dire que votre estimation va glisser d'un côté ou de l'autre par rapport à la réalité. Alors, ce biais, quand il est le même pour les cas et les témoins, bon, il n'est pas tellement important. Mais en revanche, le biais d'anamnèse, lui, il concerne les cas, il ne concerne pas, en général, il ne concerne pas les témoins. Est-ce qu'on peut le prendre en compte? Il y a des méthodes qui permettent plus ou moins de corriger. Ce n'est pas des choses vraiment très fiables. Quand il y a un biais, il y a un biais. On ne peut pas véritablement le corriger. Alors si on peut, la seule méthode pour le corriger, c'est de faire des études de cohorte dans lesquelles vous avez des gens qui ne sont pas malades, que vous suivez tout au cours de leur vie, mais ça peut prendre des décennies. Alors évidemment, comme ils ne sont pas malades, vous pouvez recueillir les expositions année après année. Ils ne seront pas influencés par le fait d'être malades ou non, puisqu'ils ne le sont pas encore. Alors, il y a aussi des exemples. Alors, les exemples des biais, c'est très curieux. Quand il s'agit d'une maladie qui repose sur un comportement personnel, très généralement, les cas ont tendance à la sous-estimation de l'exposition. C'est très vrai pour l'alcool, par exemple. En revanche, quand il s'agit de causes possibles qui dépendent de l'autre, d'une institution, surtout d'une institution, je dirais, importante, et bien là on a tendance à surestimer l'exposition. Multiplicité des tests, le piège des sous-groupes, je vais vous donner un exemple. Vaccination contre l'hépatite B et apparition de sclérose en plaques. Deux articles, dont l'un paru dans Neurology, qui est quand même une très très grande revue, une revue internationale, les auteurs donc prennent des enfants qui ont été vaccinés contre l'hépatite B et regardent s'il apparaît une sclérose en plaques. Ils voient leurs données et ils ne voient aucun lien. Et à ce moment-là, ils commencent à faire quelque chose qui est extrêmement dangereux sans précaution, c'est-à-dire de faire des sous-groupes. Et ils font 12 sous-groupes, ils font 192 tests et ils en déduisent que pour les enfants qui sont à jour de leur vaccination, qui ont utilisé le vaccin Ingerix-B et pour lesquels le délai entre le vaccin et l'apparition de la sclérose en plaques est supérieur à 3 ans, eh bien, il y a un lien entre la sclérose en plaques et le vaccin. C'est-à-dire, et ils en déduisent allègrement que c'est le vaccin qui a été responsable de la sclérose en plaques, du moins ils le laissent fortement entendre. Premièrement, en faisant ce genre de choses sans utiliser les méthodes qui existent pourtant pour éviter, quand on fait des tests et des tests, de trouver par hasard quelque chose de positif. En faisant leur cuisine avec un excès de risque relatif, vous voyez qu'ils frisent la valeur 0, c'était pas, on était très très juste. Et bien en faisant ça, ils avaient plus de 90 chances sur 100 de trouver au moins un de leurs tests positifs. C'est sur celui-là qu'ils ont publié. C'est ces publications qui ont entraîné l'arrêt de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B pour les enfants et les adolescents. Et par le biais hépatite B, cirrhose post-hépatitique, cancer du foie, ça va faire des dizaines, voire des centaines de morts en France. Voilà, si vous voulez, le genre de drame que peut causer une étude épidémiologique extrêmement contestable. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que quand vous avez, à chaque fois que vous faites des tests où vous avez une chance sur 20 de trouver par hasard un test, une valeur positive, quelque chose de significatif. Donc si vous accumulez les tests, vous ne pouvez pas ne pas trouver à un moment quelque chose qui soit positif. Facteur de confusion, donc attention, j'ai parlé du tabac et du radon, il faut avoir une estimation extrêmement précise
du tabac pour extraire l'effet radon. Alors ça ne veut pas dire que le radon est innocent, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire simplement que l'estimation du risque du radon est probablement si vous voulez, défectueuse, hein, parce qu'on n'a pas pris en compte de façon rigoureuse le tabac. Il y a des gens qui ont fait des études en prenant la durée du tabagisme, d'autres qui ont fait des études en prenant l'intensité du tabagisme. Moi, je ne connais pas d'étude qui ait pris de façon très rigoureuse l'estimation du tabac, éliminé le facteur tabac et ensuite fait le calcul du risque du radon. Alors maintenant, on va appliquer tout ça à nos 5 études. Alors, scanner de l'enfant, dose cumulée 50 mg, risque de leucémie multiplié par 3, et à 60, c'est le risque de cancer du cerveau. Eh bien, pourquoi cette étude est contestable? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, et la critique la plus grave, c'est le motif de l'examen. On ne fait pas un scanner à un enfant comme ça par hasard parce qu'on l'a croisé dans la rue. Hein. On fait un scanner à un enfant pour des raisons très précises. D'ailleurs, si je prends un autre exemple, mais que je vais calquer sur celui-là, vous allez voir à quel point c'est absurde. Si je vous dis que les femmes qui ne sont pas diabétiques, auxquelles on a fait beaucoup de dosage de glycémie, ont plus de risques de faire un diabète gestationnel quand elles attendront un bébé, vous en déduirez pas que le diabète gestationnel est causé par la mesure de la glycémie. Vous direz, bon ben c'est normal, parce que peut-être qu'elles étaient obèses, peut-être qu'il y avait des facteurs familiaux, etc. Or là, pourtant, c'est ce que font les gens, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent en cause l'examen lui-même. Deuxièmement, la dose a été estimée de façon rétrospective. Or, les scanners, on sait très bien que les doses, selon l'examen qu'on a fait précisément, selon la machine, selon l'indication, selon l'épaisseur des coupes, peut avoir donné des doses qui sont extrêmement différentes. Le biais d'anamnèse, les parents dont l'enfant a une tumeur cérébrale se rappelleront à l'évidence ce qui a été fait à leur enfant. La dosimétrie donc est incertaine et toutes ces incertitudes n'ont pas été prises en compte dans l'analyse. Donc cette étude en appelle d'autres, indiscutablement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère, mais elle ne peut pas être considérée comme une preuve que le risque de cancer du cerveau est multiplié par 3 quand il y a eu un scanner chez un enfant. Mutation, mammographie et risque de cancer. Cette étude sous-entend que quand on fait des mammographies à des personnes qui sont à risque de cancer du sein, on augmente le risque de cancer du sein à partir d'une dose de 17 mg. Alors d'abord, cette dose est assez invraisemblable par rapport à tout ce qu'on sait par ailleurs, et on y reviendra. Donc déjà, ça paraît un petit peu bizarre. Hein. D'autre part, piège épidémiologique, pareil, le motif de l'examen, pour quelles raisons on a fait ces mammographies à des femmes qui étaient en général plus jeunes que celles pour lesquelles on fait normalement des mammographies, l'estimation rétrospective de la dose. Il y avait une étude en France qui a montré que pour les mammographies, c'était Bonin et la chronique qui ont fait cette étude, les doses pour une mammographie en France étaient extrêmement variables d'un centre à l'autre, bon, ça s'est amélioré. Les biais d'anamnèse, la dosimétrie, et puis 1 mg, ça représente 6 mois à la base ou 10 jours à Espírito Santo. C'est des zones dans lesquelles il n'y a pas plus de cancer du sein qu'ailleurs. Donc 17 mg, que ça puisse donner un cancer, c'est quand même quelque chose d'extrêmement peu crédible. Les cassures double brin de l'ADN dues aux mammographies, alors effectivement, quand on examine des cultures de cellules mammaires exposées à des doses de 2 mg, 4 mg, ou bien à deux expositions de 2 mg chacune, on voit que les cassures double brin chez les malades à haut risque, donc qui ont des antécédents familiaux, qui ont une mutation qui les expose au cancer du sein, est plus élevé que chez les patientes à faible risque. Et que, en plus, quand on fait 2 plus 2, il y a davantage de cassures double brin que quand on fait une exposition à 4 mg. Ceci étant important, bien sûr, puisque dans une mammographie, on va faire plusieurs clichés, c'est l'ordre de grandeur des doses que va recevoir la glande mammaire.
Eh bien, le vrai problème, c'est le devenir de ces cellules. Est-ce que les cellules qui ont été lésées et qui ont des cassures double brin vont survivre ou est-ce qu'elles vont être éliminées? Eh bien, ça a été étudié quelques années plus tôt par Rockam et Lobridge. Ils ont exposé des cellules à 1 milligré. Quand ces cellules ne sont pas conduites à se diviser, les cassures, c'est double strand break-ins, donc ces les cassures double brin persistent, mais en revanche, quand les cellules commencent à se diviser, les cassures double brin disparaissent. Et il y a une mort mitotique et ces cellules ne dégénèreront pas en cancer. Donc là, c'est évidemment des recherches à suivre de très très près, mais on n'a pas apporté du tout la preuve que ces cassures double brin étaient responsables de quoi que ce soit, puisqu'on ne sait pas ce qu'elles deviennent quand la cellule va se diviser. Alors pourquoi je disais que des faibles doses étaient peu vraisemblablement à l'origine de cancer? C'est parce que quand même on a accumulé beaucoup de données. C'est un des sujets qui a été les plus étudiés. Il y a des milliers de publications sur ce sujet. On a une idée quand même assez robuste de ce qui se passe quand une cellule est agressée par une faible dose de rayonnement ionisant. Je rappelle que la cancérogénèse c'est un processus darwinien, c'est-à-dire qu'il va y avoir pour les cellules une accumulation de mutations qui induisent chacune une capacité de la cellule à supplanter les cellules voisines. Ces mutations, elles vont donner les avantages suivants. Premièrement, une autonomie de division, c'est-à-dire que la cellule va se diviser